Le grand décryptage sur iTélé, la France a-t-elle laissé se développer des Molenbeek sur son territoire? Oui, il y en a une centaine potentiellement, a dit sur iTélé le ministre de la Ville, Patrick Kanner. Alors il y a ceux qui s'insurgent, ceux qui applaudissent. Pour en parler ce soir, Eliamine Setoul, bonsoir. Vous êtes sociologue et chercheur à Sciences Po. Nadir Kaya de l'association Banlieue Plus et nos quartiers, bonsoir. Et Roger Marion, ancien patron de la DNT, Division nationale antiterroriste, bonsoir. Merci à tous les trois d'être là. J'aimerais tout d'abord qu'on réécoute ce qu'a dit exactement Patrick Kanner. C'était sur iTélé, évidemment. Il y a aujourd'hui, on le sait, une centaine de quartiers en France qui présentent des similitudes potentielles avec ce qui s'est passé à Molenbeek. Mais il y a une différence énorme aussi. Et je suis vraiment de tout cœur avec nos amis belges. Et je n'ai pas de leçon à donner à la Belgique ou à ses pouvoirs publics. Mais il est vrai que nous prenons le taureau par les cornes dans ces quartiers. Eliamine Setoul, le sociologue, est-ce que vous êtes d'accord avec Patrick Kanner? Est-ce qu'il y a une centaine de Molenbeek potentiels en France? Tout dépend de la manière dont on définit Molenbeek. Si on parle de quartiers populaires avec des forts taux de chômage, des taux d'immigration importants, effectivement, on peut parler de centaines de Molenbeek en France. En revanche, si on parle d'une commune populaire qui abrite des réseaux djihadistes avec une capacité de projection internationale, etc., il me semble que c'est pas justifié. Roger Marion, quand on parle d'un Molenbeek français, ça revêt quelle réalité? C'est quoi un Molenbeek? Molenbeek, aujourd'hui, indépendamment de cette connotation, c'est un terreau dans lequel, malheureusement, on recrute les combattants djihadistes. Et est-ce qu'il y en a une centaine de Molenbeek potentiels en France, selon vous, selon vos renseignements? Ça, je suis pas, je suis pas habilité à chiffrer le nombre de banlieues qui sont susceptibles de produire des réseaux terroristes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, ayant exercé des activités dans le corps préfectoral, dans le département du Nord, je pense que le ministre, M. Kanner, connaît très bien le terrain et la réalité du terrain. Il ne faut quand même pas oublier... Vous iriez plutôt dans son sens? Absolument. Je vais beaucoup plus dans son sens. Pourquoi? Parce que, il faut quand même se souvenir de l'affaire de la rue Carrette à Roubaix, n'est-ce pas? Où, à l'époque, on a inventé un mot, le gangstéro-terrorisme. Donc moi j'ai eu la responsabilité dans le corps préfectoral de traiter, entre guillemets, les violences urbaines de novembre 2005. Et donc M. Kanner connaît parfaitement le terrain et je pense qu'il sait très bien de quoi il parle. Il sait très bien de quoi il parle. Nadir Kaya, est-ce que vous êtes... Non, moi, je suis pas du côté de Patrick Kanner, est-ce que vous avez la même analyse que le ministre de la Ville? Je ne suis pas de son côté. Malheureusement, je constate qu'un ministre de la Ville comme lui me semble ne pas connaître réellement la réalité des quartiers populaires. Je rappellerai que dans son intervention, il a fait à un moment donné une allusion entre les émeutes de 2005 et la réalité d'aujourd'hui. Donc déjà le fait d'évoquer ça ou de faire un lien entre les deux, c'est déjà méconnaître la situation et surtout l'historique ou le passif qu'il y a avec les quartiers populaires. C'est-à-dire, il fait le lien, il dit qu'il y a un avant et un après 2005 et que depuis 2005, depuis les émeutes de 2005, dans les banlieues françaises, les salafistes ont commencé à prendre le pouvoir. C'est ce que dit Patrick Kanner. Si vous voulez, on peut remonter jusqu'en 1983. Pour moi, tout a commencé en 1983. Après, on peut arriver à la période des années 90 où effectivement, il y a eu une émergence de la part de certaines personnes issues des quartiers populaires de se retrouver dans un islam par rapport à une certaine origine. C'est qui ces certaines personnes dans un quartier populaire? C'est qui nommons-les? Dans certains quartiers populaires, oui. On a vu l'émergence de l'islam dans les années 90. Mais après, si on veut aujourd'hui se dire la vérité et se dire franchement ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'a pas fonctionné, il faut parler de tout et sans tabou. Mais allons-y. Moi, je veux bien, mais il faudrait avoir les interlocuteurs, notamment tous les politiques de gauche et de droite qui ont été menés depuis 30 ans dans les quartiers et qui n'ont pas réellement résolu les problèmes. Et quand on voit aujourd'hui que le ministre tient ce genre de propos,
Pour moi, c'est des petites phrases comme il y en a depuis 2-3 ans dans les médias qui n'arrangent pas ou qui ne règlent pas les problèmes. Ce sont des petites phrases qui rajoutent de l'huile au feu et qui sont des discours anxiogènes. Eliamine Setoul. Il faut aussi rappeler que l'islamisme a fait son lit aussi parallèlement au désengagement de l'État dans les années 80-90. C'est-à-dire que là où l'État a reculé, en fait, les associations musulmanes et parfois d'obédience salafiste ont prospéré. Et si on regarde d'ailleurs le mouvement, la marche pour l'égalité dans les années 80, on se rend compte que chez les jeunes, il n'y avait aucune référence religieuse. Les références religieuses sont venues dans les années 90 et les années 2000 surtout. Roger Marion, vous l'avez constaté, ce basculement? Écoutez, tous les réseaux terroristes qui ont malheureusement agi sur notre territoire sont issus des banlieues. Si on se réfère aux opérations qui ont été faites, au prosélytisme qui a été fait dans les banlieues, dans les cités universitaires par Ali Touchent, n'est-ce pas, qui a été l'animateur des réseaux terroristes à l'origine des attentats de 95. Si on se réfère à ce qu'il a été appelé le réseau Kelkal, qui est, disons, issu de la banlieue lyonnaise. Pourquoi on l'a vu. C'est le terreau de recrutement des terroristes. Mais pourquoi les élus n'ont rien fait? Pourquoi les élus n'ont pas mis le haut là? On dit que ça a démarré en 1980, au début des années 80. Ça fait 30 ans, les années 80, c'est pas hier, hein? Et non, c'est pas hier. Mais le problème, c'est qu'on a essayé, on a tenté de régler le problème des banlieues. Il faut se souvenir du conseil interministériel qui est intervenu après les violences urbaines de novembre 2005. On a essayé de régler le problème des banlieues par l'associatif, par la concertation, vous comprenez, en créant, en donnant en essayant de fédérer les jeunes, de les orienter vers des activités sportives, culturelles et autres. C'est très bien. Je veux dire, Nadir Kaya va vous répondre. Je suis tout à fait favorable, mais vous ne pouvez pas empêcher, disons, le prosélytisme, le réseau Kelkal, ou ce qu'il est convenu d'appeler le réseau Kelkal, banlieue de Chasse-sur-Rhône, la maison des célibataires à Chasse-sur-Rhône, avec une salle de prière qui est le creuset de l'activité terroriste. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, se développe des réseaux, une idéologie qui amène des gens, attendez, c'est quand même dramatique, qui amène des gens à faire des opérations kamikazes. Oui, ça sur le caractère dramatique. Donc attendez, il y a un conditionnement, il y a un problème de... Il y a un problème de conditionnement idéologique et autres qui font qu'on arrive pour tuer un maximum de personnes, pour commettre des actions terroristes, des actions aveugles, sous le couvert d'un conditionnement idéologique. Nadir Kaya, on a répondu à une situation dramatique avec des associations qui n'ont pas changé grand-chose, c'est ce que vient de dire Roger Marion. C'est le fameux paternalisme historique qui a baigné dans les banlieues et qui continue à baigner aujourd'hui. Là, j'entends dire, oui, on a fait des choses avec les associations. Je dirais, non, c'est pas vrai. On a traité certaines associations, on a mis du clientélisme, on s'est arrangé avec certains pour ne pas avoir de soucis, mais d'un côté, on n'a pas voulu voir la réalité. Quand je parlais de 1983, parce que c'est très important que les médias prennent en compte cet élément historique, 1983, c'est le début, c'est le premier mouvement issu des quartiers populaires. À l'époque, c'était des gens, comme disait Eliamine Setoul, qui ne faisaient pas référence à l'islam ou quoi que ce soit. Ils demandaient quoi? L'égalité et la justice. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, déjà, il y avait un souci concernant ces quartiers. Il y a aussi le passif de la France, notamment concernant son histoire colonialiste. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut mettre tout sur la table, il faudra un moment en parler. Hollande a fait quelques pas au tout début quand il est arrivé, mais aujourd'hui il faut parler de ça aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, notamment quand on peut parler de ces jeunes... Il y a 50 ans, oui, mais il y a des choses qui n'ont pas connu cette période. Ce sont des jeunes c'est une suite, vous savez. Qui n'étaient pas nés pour la plupart, pas la plupart, la totalité était pas née. Moi-même j'étais pas né, mais mes parents l'ont vécu. C'est le début des années 60. Quelque part, on hérite d'une histoire, et notamment d'une histoire qui n'est pas réglée entre la France et certains pays. Aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes sont français.
j'entends monsieur parler de ces jeunes qui se sont fait avoir ou alors qui n'ont pas pu se défendre face à ces individus qui prônent un islam qui n'a rien à voir avec le vrai islam que je connais et que la plupart des musulmans connaissent. Mais faute à qui ? Aujourd'hui, on est toujours dans les conséquences. Mais il y a un moment donné, pour régler les conséquences, il faut parler des causes. Elimine Setoul. Je crois qu'il faut aussi revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des communes populaires qui regroupent 60 à 70% de logements sociaux. Donc on met des gens en difficulté ensemble. Il ne faut pas s'étonner qu'après, les difficultés se s'amplifient et deviennent exponentielles. Alors en Ile-de-France, par exemple, Valérie Pécresse ne veut plus financer de HLM là où il y en a trop, dit-elle. Vous dites que ça va plutôt dans le bon sens. Je pense que ça va dans le bon sens. Il y a aussi la question de la lutte contre la discrimination. Aujourd'hui, vous avez des études qui sortent, qui montrent que même dans les quartiers populaires, les jeunes diplômés ont énormément de difficultés à trouver un job. Et ça pose une Sauf que là, le thème de notre débat, c'est est-ce qu'il y a des Molenbeek en France ? C'est-à-dire des quartiers où l'on cache des terroristes. C'est pas parce qu'on se sent discriminé vis-à-vis de l'emploi que l'on devient un terroriste ou en tout cas un complice. Il y en a très certainement, mais il n'y en a pas une centaine, comme l'a dit Monsieur le Ministre. À mon avis, ça serait même faire insulte à nos services de renseignement qui travaillent sur le terrain depuis des années. Alors justement, comment ils travaillent les services de renseignement aujourd'hui, Roger Marion ? Est-ce qu'ils ont les moyens ? Je répète que ces quartiers, c'est le terreau de recrutement des activistes, n'est-ce pas ? Il faut savoir qu'effectivement, il y a eu énormément de travail qui a été fait par les services, à savoir que ce soit au niveau de la surveillance des prêches dans certaines mosquées, que ce soit au niveau de la pénétration qui a été faite dans certains quartiers par les services de renseignement territoriaux, que ce soit par les services de la DGSI et antérieurement de la DCRI qui ont la mission de surveiller les dérives de l'islam radical. Donc tout ce travail a été fait. Et donc si le ministre aujourd'hui de la politique de la ville s'exprime, je le répète, c'est qu'il connaît parfaitement le terrain. Parce qu'on ne peut pas oublier l'affaire de la rue Carrette à Roubaix, où on a essayé de nous dire que c'était des malfaiteurs de droit commun, qu'on a inventé le mot de gangstéro-terrorisme, et pour se rendre compte qu'en fait, il s'agissait de personnages qui étaient allés se former et faire la guerre en Bosnie et qui étaient revenus pour se financer, commettre des vols à main armée et commettre des actions terroristes. Et aujourd'hui, on est dans la même situation. On est dans la même situation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les moyens humains ? Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent très facilement d'écouter des téléphones, de rentrer dans des ordinateurs. Est-ce qu'il manque des moyens humains, des hommes qui donnent des informations dans les quartiers ? Il y a tous les moyens. Il y a tous les moyens. Il y a eu le développement. Il faut savoir que notre dispositif législatif, notre arsenal juridique antiterroriste, il date de 1986. Bien. Donc, il y a les moyens juridiques. Cette disposition, elle a été amendée, largement amendée. On a donné des moyens au procureur de la République, tous les moyens exceptionnels, hors du droit commun, en matière juridique pour faire la lutte contre le terrorisme, ils sont placés sous le contrôle du juge judiciaire. N'est-ce pas ? Donc on a tous les moyens. Et tous les services de renseignement ont tous les moyens. Il y a un de vos... Seulement, il faut une volonté politique. Roger Marion, il y a un de vos collègues policiers, Patrice Ribeiro, Synergie Officier, qui dit que les salafistes se sont substitués à l'État dans certains quartiers. Et il dit qu'il a des difficultés à rentrer, à pénétrer ces quartiers, à sonoriser, comme on dit dans les services de renseignement, à mettre des micros dans certains quartiers. Ça, c'est évident. Attendez, donc il y a un problème de culture. Faire de l'entrisme, faire de la pénétration, faire du renseignement et autres, il y a un problème de culture. Il y a le problème de la langue, il y a le problème de l'intégration, il y a le problème de la culture. C'est pas très facile. Est-ce qu'il y a un manque de coopération de la population ? Moi, je suis pas sur qu'on peut le dire ou est-ce que moi, je suis pas sur le tout technologique. Je pense qu'il faut déjà miser sur l'humain, une police de proximité qui fait du renseignement soft, qui cartographie un petit peu les quartiers. Je pense que ça, c'est efficace. Et la question de discrimination, moi, je reviens dessus parce que si vous donnez à des jeunes des modèles d'identification positifs, et ben finalement, ils vont vouloir travailler à l'école, ils vont se motiver et ça va donner de l'espoir. Parce qu'une des bases de la radicalisation, c'est le manque d'espoir dans les quartiers.
Moi, je voudrais rajouter une chose. Comme je dis, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger. Je vous rappellerai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, notre Premier ministre, M. Valls, a déclaré qu'il y avait un apartheid social. Le mot avait choqué à l'époque. Hein. Non, personnellement, nous, on l'avait déjà dit il y a quelques années. Il a choqué pour ceux qui ne connaissent pas, comme je dis, la réalité des quartiers. Mais nous, acteurs de terrain, nous connaissons la réalité. Il y a un apartheid social, mais c'est le fait de qui? Parce que quand il dit ça, il déclare quelque part qu'ils sont en partie responsables, la classe politique, de gauche comme de droite là-dessus. Donc, il y a un moment donné, on déclare ça pour des gens comme nous qui sommes sur le terrain, ça nous parle. C'est ce qu'on dénonce depuis des années. Et je rappellerai qu'en 1977, quand Giscard d'Estaing a commencé à lancer la première politique de la ville, c'était pour régler un phénomène de ségrégation. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il existe encore. Voire pire encore, c'est encore pire. Prenez, il y a des jeunes aujourd'hui qui arrivent à se faire sauter alors qu'ils sont nés en France, qu'ils ont grandi sur ces territoires, qui sont passés par et qui font des études. Sid Ahmed Glam, il était étudiant en électronique. Je rappellerai que la plupart de ceux qui partent donc il n'y avait pas de ségrégation non plus. La plupart de ceux qui partent en Syrie ne sont pas tous issus des quartiers populaires. Oui, voilà. Ça, c'est aussi une réalité qu'il faut rappeler, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de taper sur les quartiers populaires, notamment quand on ne leur donne pas l'accès aux médias pour pouvoir se justifier ou expliquer des choses que les gens ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a, Eliamine Setoul, des islamistes radicaux justement qui sont installés à la campagne? C'est plus discret? Oui, parce que grâce aux technologies Internet, entre guillemets, enfin je dis grâce, entre guillemets, aujourd'hui tout le monde a accès aux sources de grâce données, à cause, oui. aux vidéos de YouTube, de Daesh, etc. etc. Donc, si vous voulez, la technologie transforme complètement le rapport à l'espace et l'accès à l'information. L'islamiste radical, c'est pas forcément un homme isolé, totalement désocialisé, Roger Marion. Ah non, ça fait très longtemps que le juge Trévidic a alerté les autorités et a fait de la communication sur le problème du recrutement au travers de la toile. Ça fait très très longtemps. Merci beaucoup Roger Marion d'avoir été ce soir sur iTélé. Merci à vous Nadir Kaya et merci à vous Eliamine Setoul. Merci à tous les trois. Il est 23h02 tout de suite. Les infos avec vous Anaïs Castagna. Il était suspecté d'être l'homme au chapeau. Le troisième terroriste de l'aéroport de Bruxelles, Faisal Chefou, a été relâché ce lundi. Le point sur l'enquête dès le début de ce journal. L'enquête sur le projet d'attentat déjoué en France. Un Français arrêté hier à Rotterdam, aux Pays-Bas. Il serait proche de Reda Cricket, le principal suspect dont la garde à vue a été prolongée aujourd'hui. Cette comparaison préoccupante en 71, un enfant courait à 800 mètres en 3 minutes. Aujourd'hui, il lui en faut 4, c'est ce que montre une étude australienne. On y reviendra, vous verrez notre reportage. Et puis J-1 avant le match amical entre l'équipe de France de football et la Russie. Dernier match avant la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. Mais ce sera surtout la première fois que les Bleus joueront au Stade de France depuis les attentats du 13 novembre. On en parle dans le JT Sport avec François Pinet. Il était suspecté d'être le troisième assaillant de l'aéroport de Bruxelles. Faisal Chefou a donc été relâché, libéré. C'est ce qu'annonce le parquet fédéral belge. Il affirme que les indices qui ont entraîné son arrestation n'ont pas été confortés. Le détail avec Lénie Pomerance. Il ne sera donc resté que 72 heures en garde à vue. Faisal Chefou, seul inculpé dans l'enquête sur les attentats de Bruxelles, a finalement été relâché, faute de preuves. Les indices qui avaient entraîné l'arrestation du nommé Faisal C n'ont pas été confortés par l'évolution de l'instruction en cours. En conséquence, l'intéressé a été remis en liberté par le magistrat instructeur. Jeudi, Faisal Chefou est interpellé devant le parquet fédéral belge. Le chauffeur de taxi qui a déposé les 3 assaillants à l'aéroport croit même le reconnaître, ce qui entraîne son inculpation pour assassinat terroriste. Je pense que l'inculpation ne reposait, même j'en suis plus que sûr, sur cette reconnaissance du chauffeur de taxi, et il n'y avait rien d'autre. La perquisition était négative, les empreintes étaient négatives. Je dirais, la téléphonie disait effectivement qu'il n'était pas à l'endroit des attentats au moment où cela se déroulait, donc il ne restait que cette reconnaissance. Toujours inculpé pour des raisons de procédure, Faisal Chefou a donc retrouvé la liberté. Ils sont donc à nouveau 3 à être activement recherchés. L'homme au chapeau, le deuxième suspect du métro belge, est Mohamed Abrini, impliqué dans les attentats de Paris. Et 6 jours après les attentats, le bilan s'est alourdi. Il est désormais de 35 morts et de 340 blessés. Des victimes auxquelles on continue de rendre hommage en Belgique. Une veillée œcuménique a eu lieu en fin d'après-midi à la cathédrale de Bruxelles. Sur place pour iTélé, Alice Darfeuille.
Toutes les personnes présentes dans cette cathédrale ont voulu applaudir pour exprimer leur tristesse, leur émotion, mais aussi leur solidarité. Solidarité, c'est vraiment un mot qui est revenu à plusieurs reprises dans les réactions que nous avons pu recueillir. Plus de 1000 personnes dans cette cathédrale, au premier rang de nombreux officiels, plusieurs ministres, le ministre de la Justice ou encore le ministre de la Défense, mais aussi tous les représentants des communautés religieuses avec 2 messages principaux. Ce qui s'est passé n'est pas un problème de religion, ce qui s'est passé ne doit plus arriver. Il y avait aussi dans cette cathédrale des personnes qui étaient en première ligne le jour des attentats, des pompiers, des policiers et puis tous ces employés de l'aéroport de Zaventem qu'on pouvait distinguer soit par leur gilet jaune qu'ils avaient décidé de porter, mais aussi à cause des blessures, car il y avait des rescapés ce soir dans cette cathédrale. Nous avons pu interroger 2 d'entre eux, 2 employés de compagnies aériennes qui, malgré leur choc, malgré l'émotion et leurs blessures, ont tenu à être présents. Je vous propose de les écouter. Je suis ici pour les autres principalement. Moi, je suis sauvé. Je vais être là pour soutenir les autres qui sont là et qu'on fasse corps ensemble. Car c'est ce qui m'a été apporté ces derniers jours par les autres. Et moi, si je peux le faire, je le ferai pour les autres aussi avec plaisir. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance et que c'est un miracle que je suis encore ici. Et j'espère que la Belgique en tiendra compte qu'après ce drame, il faut changer beaucoup de choses dans la sécurité. On en vient à présent à l'enquête sur le projet d'attentat déjoué en France avec cette arrestation hier à Rotterdam aux Pays-Bas, celle d'un Français proche de Reda Cricket, le principal suspect dont la garde à vue a été prolongée ce lundi. Milan Poyet. Les enquêteurs ont perquisitionné le 3e étage de cet immeuble de Rotterdam, un appartement où résidait un certain Anis B, un Français âgé de 32 ans. Cet homme radicalisé a été arrêté à la demande des autorités françaises. Il a effectué au moins un séjour en Syrie ces dernières années. À son domicile, de la drogue, de l'argent, des munitions et des téléphones portables ont été saisis. Depuis 2 ans, il y avait des gens bizarres qui venaient le voir. Il était toujours en train de se cacher, il ne me regardait jamais en face, il a même craché sur mes pieds. Cette interpellation est à relier avec 2 autres arrestations. D'abord celle de Reda Cricket la semaine dernière. À son domicile d'Argenteuil, une quantité importante d'explosifs prêts à l'emploi est retrouvée. L'homme âgé de 34 ans résidait entre la France et la Belgique. Et c'est en Belgique justement qu'une 3e personne a été arrêtée vendredi dans la commune de Schaerbeek. Cet homme, blessé à la jambe, est Abderrahman Amroud, bien connu des services antiterroristes. Il a déjà été condamné notamment pour avoir aidé ceux qui ont assassiné le commandant Massoud en Afghanistan en 2001, 2 jours avant les attentats du 11 septembre à New York. 3 hommes, 3 pays et un projet commun qui a donc été déjoué, celui d'un ou plusieurs attentats imminents sur le sol français. Cette fusillade à Washington, des coups de feu ont été entendus au Capitole vers 15h, 21h, heure française. On est en direct avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. Bonsoir Elisabeth. Un homme a été arrêté. Il est actuellement en garde à vue. Oui, le chef de la police vient de donner une conférence de presse. Il n'a pas donné l'identité de cet homme, mais a confirmé que le suspect était connu des autorités de Washington. Il est actuellement traité à l'hôpital. Il a été blessé par un policier. En début d'après-midi, vous l'avez dit, il s'était présenté comme un touriste au portique du centre de sécurité, du centre pour visiteurs, qui se trouve devant le Capitole, en souterrain, donc au cœur de Washington. Le détecteur de métaux a sonné, a sorti une arme et le policier a tiré. Le suspect donc a été blessé. Une femme qui se trouvait juste à côté a elle aussi été touchée par des débris apparemment. Pour la police, il s'agit d'un acte criminel, rien d'autre, ce qui veut dire l'acte de terrorisme est écarté a priori. Évidemment, tout le monde a ça en tête en ce moment. Confirmation donc que l'homme avait fréquenté les lieux par le passé. Les médias américains donnent un petit peu plus de détails. Ils parlent d'un homme du Tennessee qui avait déjà été interpellé en octobre pour avoir perturber une session au Congrès depuis le balcon où les visiteurs peuvent venir assister à une séance. A priori, donc, il avait l'ordre par la police, par la justice, de ne pas approcher le Capitole, ordre qu'il n'a pas respecté. Il se trouve donc à l'hôpital entre les mains de la police.
Merci Elisabeth, correspondante d'ITélé. Aux États-Unis, 10 mois qu'elle était aux mains de l'État islamique, la cité antique de Palmyre est repassée sous le contrôle du régime syrien. La perle du désert, débarrassée des djihadistes, mais qui a largement perdu de sa superbe. 5 ans de travaux seraient nécessaires pour réhabiliter les monuments endommagés ou détruits. C'est en tout cas ce que dit le chef des antiquités syriennes. Quoi qu'il en soit, une chose surtout à noter, cette victoire des forces loyalistes est surtout médiatique et Bachar al-Assad compte bien s'en servir. Écoutez. C'est un symbole extraordinaire pour Bachar el-Assad qui peut, aux yeux de l'opinion occidentale, se présenter comme le libérateur de Palmyre. Mais on peut aussi se demander jusqu'à quel point tout ça n'était pas prévu à l'avance et à quel point Bachar n'avait pas laissé l'État islamique prendre Palmyre pour dire, vous voyez bien à quel point ce sont des gens extrêmement méchants, ils s'attaquent même aux ruines de la civilisation et faire gonfler d'une certaine manière l'État islamique à Palmyre avant de le reprendre assez facilement pour se poser en libérateur de la civilisation, du monde occidental et comme l'allié de fait du monde occidental. À l'étranger, toujours les talibans pakistanais ont revendiqué l'attentat suicide d'hier dans un parc de Lahore, dans l'est du pays. Ils affirment avoir ciblé les chrétiens et préviennent qu'ils comptent commettre d'autres attentats de ce type à l'avenir. Et hier, un assaillant a fait sauter sa ceinture d'explosifs juste à côté des balançoires. Le bilan est extrêmement lourd, 72 morts, dont 29 enfants. Retour en France à présent, dans le nord-ouest, 15 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Conséquence de la tempête qui a balayé 12 départements la nuit dernière et ce matin. Et il n'y a plus de vigilance orange au vent violent et l'heure est désormais à la constatation et à la réparation des dégâts. Les explications de Juliette Vallon. Sur ce chantier, les techniciens réparent les lignes haute tension endommagées par la tempête. En Bretagne et en Normandie, cet après-midi, 15 000 foyers sont toujours privés de courant, mais tous devraient être réalimentés d'ici demain midi. Dans le Morbihan, les pompiers sont intervenus 364 fois la nuit dernière et ce matin, surtout pour des chutes d'arbres. À Saint-Malo, la mer déchaînée fascine les promeneurs, pas forcément conscients du danger. On attend la vague pour la prendre en photo. Peut-être pour la prendre sur vous ? Peut-être également, oui. Dans le Calvados, la nuit a aussi été agitée. Sous la violence des rafales, le toit de cette école maternelle a été arraché. Le bruit a réveillé un voisin. La tôle s'est mise le long de la maison, ça a fait comme si une grande claque. Et je me suis réveillé, puis j'ai été voir, puis j'ai appelé les pompiers. J'ai ma voiture qui s'est trouvée écrasée par les tôles. Donc voilà, on n'a pas de courant. On attend. Il n'y a plus qu'à attendre. D'accord, grosse frayeur quand même. Grosse frayeur, oui, tout à fait. Les travaux pour réparer l'école vont sans doute durer plusieurs jours. Une trentaine d'élèves sont scolarisés ici. Ils n'auront pas cours demain. Et outre-Manche, ça soufflait également extrêmement fort aujourd'hui. Plus de 150 vols au départ et à l'arrivée des aéroports londoniens ont dû être annulés à cause de la tempête Katie. Une tempête qui a également privé d'électricité près de 2000 foyers. Trop de jeux vidéo, pas assez d'exercices. La Fédération française de cardiologie s'inquiète pour la jeunesse. En 40 ans, les enfants auraient perdu près de 25% de leur capacité cardiovasculaire. Reportage Julien Desvages. Pour Arthur et Sacha, ce matin, c'était balade en plein air et trottinette, même si les deux garçons n'étaient pas vraiment partants. Qu'est-ce que tu aurais préféré faire ce matin ? Regarder la télé. J'avais tous les deux envie de jouer aux jeux vidéo, de rester devant la télé bien au chaud. C'est vrai que prendre l'air, aller sortir, se balader, la nature, tout ça, c'est vraiment pas leur truc. Les tablettes ou les jeux vidéo plutôt que les activités de plein air, les enfants seraient de plus en plus sédentaires et par conséquent de moins en moins sportifs. La faute aussi aux parents qui les promènent trop souvent en poussette ou en voiture. Selon une étude australienne, en 1971, un enfant courait le 800 mètres en 3 minutes en moyenne. Aujourd'hui, il lui faut 4 minutes pour parcourir cette distance. Une baisse générale des capacités cardiovasculaires qui inquiète les spécialistes. Très probablement que effectivement, la moins bonne hygiène de vie, la moins bonne activité sportive et la moins bonne hygiène alimentaire, qui vont de pair, vont favoriser une résurgence des maladies cardiovasculaires chez adultes. On se prépare à avoir beaucoup plus d'adultes à traiter et probablement beaucoup plus jeunes. Les autorités sanitaires recommandent 60 minutes d'activité quotidienne pour les enfants. Mais plus de la moitié des petits Français ne respectent pas cette préconisation. Voilà donc pour cette étude australienne. Merci Anaïs. Et tout de suite, c'est la météo avec Daniela Prépeliuc.